Désolé, on a eu quelques problèmes techniques. On a réussi, là, on était à la vitesse, on va dire, là, qu'on a réussi à régler là, des dernières minutes. Donc, j'espère que merci d'être resté là, si vous avez attendu là, pour voir le live, là, ceux qui nous écoutent. Puis merci Jean-François aussi d'avoir été patient. Je vais nous présenter, je vais me présenter en premier, puis je vais te laisser te présenter par la suite, Jean-François. Oui. Donc, moi, Marc-André Boudreau Rasmussen, je suis PSP à la moniteur de conditionnement à la BFC Bagotville. Puis, très heureux aujourd'hui d'être avec toi, Jean-François. Fait que Jean-François, là, je vais le laisser par la suite se présenter, collègue et ami. Donc, je te laisse te présenter, Jean-François. JF. Oui, moi, je suis physiothérapeute ici à la base militaire de Bagotville, la clinique médicale. Je suis un physiothérapeute, j'ai 14 ans d'expérience, donc j'ai débuté à Valcartier. Au départ de ma carrière, j'étais physiothérapeute en uniforme, avec les déploiements, puis bon, les déménagements, etc. Puis il y a 6 ans environ, j'ai décidé de stabiliser un peu la situation, puis de devenir toujours employé sur les bases militaires, parce que j'adore la clientèle militaire. Mais je suis maintenant un physiothérapeute civil, donc un employé de la base de Bagotville. Excellent. Puis, je tiens à souligner là aussi que, ben oui, on avait fait là, un live la semaine passée, il y a 2 semaines là, avec Marc-Antoine. Puis là, lui, ben là, c'est toi qui m'as lancé l'idée pour qu'on parle de 10 sujets d'erreurs communes au gym. On a décidé de commencer avec la course à pied. Je pense que, je ne sais pas c'est quoi tu en penses, là, mais je pense que c'est la tendance actuelle avec l'état actuel. Oui, puis en fait, juste pour te rappeler, on a fait une petite entrevue avant de faire ces lives-là. On élaborait, puis on a réalisé en parlant, ça a commencé tout bonnement avec OK, on va parler de 10 erreurs à l'entraînement. J'avais 10 idées en tête. J'ai mis à parler, puis on a réalisé que juste notre pré-entrevue a duré environ 2 heures, 2h30. Donc, c'est là qu'on a pris la décision de OK, on va fractionner ça un petit peu. Puis là, dans la sélection des sujets, on s'est dit, pourquoi pas parler de course à pied? Parce que, premièrement, nous, statistiquement, dans les cliniques de physiothérapie, c'est là qu'on s'aperçoit c'est cyclique, là, mais en fait, les blessures qu'on va recevoir à la clinique en ce moment, on a beaucoup de blessures au mois d'avril, mai, qui sont en lien avec la course à pied, bien entendu. Et puis, en confinement, d'autant plus, c'est là que ce genre de conférence-là va prendre tout son sens. Exactement. Oui, on avait discuté là, pendant un bon 2 heures, 3 heures juste de ça. Pas juste de ça, mais de plusieurs sujets, dont en particulier de la course. Je pense aussi ce qui s'applique, évidemment, c'est réservé c'est aux militaires. Mais s'il y a des civils, membres de la communauté en général qui nous écoutent, je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'informations importantes qui vont être à soutirer de ça. Donc, on va commencer, Jean-François, au niveau de la course à pied. Là, on va essayer de garder le contexte dans ce moment, je pense, qui est du COVID-19, puis aussi là, des obligations là, qui amènent les personnes à rester chez eux, ou du moins, ils peuvent sortir à l'extérieur. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui recommence à courir ou qui retourne à la course à l'extérieur. De ton point de vue là, de physiothérapeute, ça serait quoi la bonne approche, ou du moins, ça serait quoi les conseils que tu pourrais donner aux personnes en lien avec la course à pied pour le retour à la course à pied, ou du moins, même si on était un coureur sur tapis, quoi que ce soit, ce serait quoi tes recommandations? Oui, en fait, moi, l'erreur la plus commune que je vois en clinique, ça nous donne beaucoup de clientèle, disons, c'est en fait le coureur qui a hiberné tout l'hiver, qui faisait d'autres activités, d'autres sports, c'est particulièrement au Québec, puis encore plus dans la période COVID. Puis là, au printemps, il est heureux de voir le soleil, s'en va dehors, fait sa première course, puis il est convaincu qu'il va reprendre son 5 ou son 10 km à la même vitesse que l'année d'avant. Puis c'est parce que notre mémoire est quand même à long terme, on n'est pas très bon la plupart du temps, là, donc on oublie. Très sélectif aussi. Hein? C'est ça, on est sélectif. On se souvient de à quoi ça ressemblait un 5 km, dans quel état d'esprit on était, quelle vitesse à peu près. Là, on remet nos choses, il n'y a à peu près pas de préparatif, on ne prépare pas les groupes musculaires en conséquence. Puis là, on s'en va courir. Puis moi, ce que je fais souvent moi-même, parce que j'ai tendance à me blesser, course à pied, j'ai des pieds quand même difficiles, des pieds creux, rigides, parce que je vous épargne tout le jargon technique en arrière de ça, mais j'ai tendance à développer des petites blessures. Puis, en fait,
Moi, ce que je fais personnellement, je joue au hockey tout l'hiver. Il y a une grosse époque de ma vie où j'étais exactement cette description-là de coureur. J'avais hiberné tout l'hiver. Je faisais d'autres sports, mais encore là, c'est pas parce que tes jambes sont habituées de faire d'autres sports. La course à pied, c'est très, très, très spécifique à l'impact. Donc, il faut réhabituer les jambes à l'impact. Donc, méthodiquement, puis il n'y a absolument rien de le fun là-dedans. Tu n'as même pas l'impression que tu fais du cardio au début. Mais je me réhabitue à faire quelque chose qu'on appelle la course fractionnée. Course fractionnée, c'est quoi? Ben, en fait, c'est simplement une alternance de jogging avec de la marche. Donc, il faut être quand même assez méticuleux quand on procède comme ça. Il faut vraiment avoir un minuteur et se dire, OK, parfait, j'ai fait ma minute de jogging. Là, c'est même si je me sens bien, puis mes jambes voudraient continuer, il faut se rappeler qu'ils ne sont pas prêts à accueillir cette quantité d'impact-là tout de suite. On appelle ça la charge ponctuelle. Il ne faut pas trop leur donner de charge ponctuelle. Donc, j'alterne avec, il y a plein de recettes, là, mais en fait, moi, personnellement, j'alterne avec une minute de marche. Là, je vais faire ma minute de jogging, ma minute de marche. Puis là, ben, sur une certaine période, c'est propre à chacun, ça dépend de plein de facteurs, notamment combien d'impact ces jambes-là ont eu dans votre vie et à quel point ils sont capables d'en prendre. Mais on y va vers une progression, vers du 2 pour 1, 3 pour 1, 5 pour 1, etc., d'une sortie à l'autre, pour finalement courir en continu, puis c'est là qu'on commence à avoir du fun. Puis là, je parle même pas de vitesse, je parle même pas d'inclinaison, de surface dans le bois, etc., de terrain inégal. Je parle simplement de ramener votre volume de course. C'est juste ça le départ. De mon côté, en tant que kinésiologue, même principe. Je fais plusieurs sports aussi l'hiver, comme toi. Un peu, parce que ça va être rare, là, une fois de temps en temps au gymnase, de la course sur tapis ou en gymnase, quoi que ce soit. Dans le même principe, vraiment, moi, je suis encore plus progressif là, parce que, comme tu l'as mentionné, j'ai aussi là, des douleurs. Là, moi, ça va être plus au niveau lombaire si je commence à courir trop rapidement. Fait que, tu sais, ça peut être. Je pense que ce que le monde doit comprendre, c'est que oui, tu as beau avoir un cardiovasculaire, très bon condition cardiovasculaire au niveau, exemple, du hockey ou ben, dans d'autres sports, sports de combat, quoi que ce soit. C'est super bon, mais ça n'a pas nécessairement un lien avec le cardiovasculaire, la condition cardiovasculaire, autant musculo-squelettique, fait que les muscles et le squelette, que du cœur à la course. Ça, je pense que c'est important. Puis, comme tu viens de le mentionner, même principe pour moi, là, on va y aller vraiment. Là, moi, c'est même du 1 minute pour 2 minutes de marche, 3 minutes. Fait que, je pense c'est même personnel, mais à certains égards, ça peut même être ton exemple de quelqu'un qui a une bonne patate, comme on dit, qui a un bon cœur. Ça peut même être, à certains égards, plus à risque de développer des blessures au niveau de tes jambes, parce que là, tu sais que la pompe est capable de t'en donner. Les jambes ne sont pas tout à fait prêtes à suivre encore. Ce que je dis souvent aux patients, c'est il y a certaines structures dans certaines cellules, là, je ne retournerai pas au niveau microcellulaire, là, je ne suis vraiment pas un rat de laboratoire à ce point-là, mais en fait, il y a certaines cellules au niveau de tes jambes qui sont conçues pour absorber l'impact, ou accueillir cet impact-là. Puis là, bien, je compare souvent un exemple aussi simple que si tu n'utilises pas ton muscle, il va se transformer en matière graisseuse, en gras. Donc, pour un os, c'est la même chose. Si tu ne l'as pas habitué à l'impact, ben là, lui, ces cellules-là se sont transformées en d'autres choses qui n'est pas tout à fait prêt à accueillir cet impact-là. Donc, il faut que tu refasses ce processus-là tranquillement, pas vite. J'utilise aussi d'autres exemples du genre, c'est un peu comme la personne en arts martiaux, vous savez, qui est capable de casser 7 planches avec sa main, 7 planches d'épaisseur. Ben, cette personne-là est passée par un processus rigoureux d'adaptation. Donc, elle a respecté certains principes de progression. Moi, mes 3 critères, la plupart du temps, quand je retourne quelqu'un en course à pied qui a eu de la douleur, là, je parle de quelqu'un qui s'est blessé, puis il dit, bon, ça serait quoi la recette, ou est-ce que je suis prêt à courir? Très simple. Écoute, 3 critères qui sont universellement reconnus maintenant. C'est, premièrement, si tu as un certain inconfort ou une douleur, on ne veut jamais que ça dépasse 3 sur 10, puis ça, c'est un gros maximum. L'idéal, c'est de ne pas en avoir du tout. Après ça, si inconfort ou douleur il y a, on ne veut pas que ça dépasse 30 minutes suivant l'activité. Un coup que tu as pris ta douche, c'est supposé être revenu, la situation est supposée être revenue à la normale. Puis il y en a qui n'ont aucune des 2 premières sensations que je viens de dire, mais c'est le 3e critère qui est encore plus important. C'est le lendemain matin au lever, de quoi tu as l'air. Donc, si tu as de la difficulté à descendre ton escalier, ben, mets pas ça sur le dos de ta position de sommeil. Il y a des bonnes chances que ça soit la course que tu as faite la veille
qui va être le problème. Et non parce que tu as dormi du côté droit à la place du côté gauche. Oui, c'est ça. Puis regarde, bon, c'est encore possible, là, mais je veux dire, si tu commences, il y a quelque chose de nouveau dans ta recette, ben oui, il y a des bonnes chances que ce soit l'affaire nouvelle que tu as introduite dans ta vie qui va être le problème au lever le matin. Ah, puis pour finir avec si tu me permets, finir avec mon exemple de la personne qui pratique les arts martiaux, qui va casser les karatéka, qui casse les 7 planches. Le processus, il a écouté les 3 mêmes critères en réalité. Puis c'est la vie souvent faite comme ça, de sorte que oui, ça se peut que ce soit fait mal. Puis tu sais, c'est pas critique. Si on sait quoi faire, il n'y en a pas de problème. C'est fait mal, OK, oups, il est allé avec un petit peu plus épais au niveau de ses planches que d'habitude. Il voulait en faire 7, mais là, aujourd'hui, il pensait qu'il était bon pour en faire 4, mais pas tout à fait capable. À moins d'une fracture et d'autres affaires plus sévères, là, j'élimine ça. Mais si c'est créé un inconfort, ben là, son corps est en train d'envoyer un signal, de dire, OK, tu vas prendre une petite pause, tu vas retourner à la recette qui fonctionnait plus longtemps. Fait que là, tu vas refaire du 2 planches, du 3 planches, etc. Réhabitue ta main. Après ça, tu vas pouvoir augmenter ton volume de planches. C'est la même chose pour la course à pied. Je pense que notre mot d'ordre, c'est progression. Puis ce qui m'amènerait là, à discuter d'un autre point super important. Moi, au début, je respecte tout le temps ça. Je conseille ça beaucoup à la clientèle aussi. Au moins, quand tu recommences, je pense un minimum de 48 heures là, de repos entre les entraînements. Puis pour ma part, je vais y aller à 2-3 entraînements par semaine maximum pour commencer. De ton point de vue, comment tu vois ça, les repos entre les entraînements? Puis aussi, super important, puis c'est souvent négligé là, au début, là, on entend beaucoup de monde recommencer à courir, dire « Ah, je vais courir 5 fois semaine, 20-30 minutes. » Toi, ça serait quoi ton conseil? Repos entre les entraînements, puis le nombre d'entraînements aussi par semaine, qui est super important, je pense. Très débattu. Je te dirais qu'il y a une école de pensée qui ressemble exactement à ce que tu viens de dire. Et il y a une autre école de pensée qui va dire, en fait, qu'on parle de répartir la charge dans ta semaine. Donc, cette école de pensée-là va dire, je vais vous donner un chiffre simple, là, si tu as 10 km, ton objectif, c'est de courir un total de 10 km dans ta semaine, bien, en fait, si tu as le choix entre courir 2 fois 5 km, ou bien versus option 2, 5 fois 2 km, ben, croyez-le ou non, c'est le 5 fois 2 km qui l'emporte scientifiquement en ce moment au niveau du risque de blessure. Donc, qui l'emporte dans le sens que c'est moins à risque de se blesser si je cours 5 fois 2 km dans ma semaine versus 2 fois 5 km. Encore là, plein de facteurs à considérer. La vitesse, est-ce que je me suis surestimé quand j'ai couru ces séances-là, etc., etc. Mais une chose est sûre, quelqu'un qui s'écoute, qui fait plein de petites sorties avec quelques repos bien placés en écoutant les signaux de son corps, ben, a plus de chances de créer ce processus-là d'adaptation. Oui, tout à fait. Super intéressant. Puis, tu sais, c'est super important à comprendre. Puis de là aussi que je pense qu'on peut inclure un aspect mental en arrière de tout ça. C'est facile de dire, puis ça va être le prochain sujet, là, les surfaces qu'on va discuter, mais juste avant, l'aspect mental qui est peut-être, on parlait peut-être un peu d'ego, puis on l'a tout un peu, je pense, là, on a fini notre année à courir, ou bien avant l'hiver, ou même sur tapis, quoi que ce soit, on arrêtait un certain temps, on courait, on va prendre le fameux 5 km là, qui est souvent pris en exemple. On courait notre 5 km en 25 minutes. Je pense que c'est important de prendre conscience que ce qui s'est passé il y a, exemple, 6 mois, 3 mois, même 4 semaines, n'est pas nécessairement la réalité d'aujourd'hui. Au niveau des risques de blessures, comment tu aborderais cette partie-là du sujet? Ah oui, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Puis même, je dirais, oui, on compare en ce moment les saisons puis des années. En plus, il ne faut pas oublier que la plupart du temps, tu vieillis. Fait que tu te compares une année où est-ce que tu étais plus jeune. Ça, c'est la première chose. Puis ça, faut respecter ce processus-là. Il y a une époque où j'avais aucun cheveu blanc. Là, j'en ai quelques-uns. Fait que je présume que ces changements-là se font dans mon corps aussi à quelque part. Fait que ça, ben oui, faut respecter ça. Ça, c'est la première chose que je dirais. L'autre affaire très, très, très importante, c'est que là, on peut comparer des journées aussi. Tu sais, quand je parle de la notion d'écouter ton corps, ben, tu sais, si tu as eu une journée, tu n'es pas trop hydraté, tu as dormi 5 heures au lieu d'en dormir 8,
ta nutrition était un peu douteuse dans la dernière semaine, ben là, tu te sens fatigué, tu as pris un petit café de plus que d'habitude, tu as fait beaucoup de bureaux, tu n'as pas bougé beaucoup dans la journée. Donc, tes articulations, par définition, sont vraiment pas prêtes à aller faire ton meilleur chrono à la course. Puis, tu as eu peu d'échauffement. Puis, en plus, ben, je vais ajouter à ça, tu es stressé parce qu'il faut que tu cours, parce que là, la course, en ce moment, aujourd'hui, c'est ta soupape. Parce que là, ta femme veut que tu ailles faire l'épicerie au plus vite en rentrant, puis là, elle n'est déjà pas contente que tu ailles courir, fait que là, tu te dépêches. Fait que là, je mets tout ce cocktail-là ensemble. Ben, on s'entend que c'est une loterie. Là. Ça ne veut pas dire que tu vas te blesser, mais tu as beaucoup plus de chances de te blesser. Ça se peut que tu sois chanceux. Moi, je compare ça souvent, justement, quand je dis que c'est une loterie, c'est que là, cette journée-là, avec l'exemple que je viens de donner, la boîte, mettons, du tirage, le prix, c'est une blessure. Ben là, tu as beaucoup plus de billets dans la boîte en ce moment. Ouais. Donc, il faut que tu le constates. Puis, on a tous fait ça, on a tous passé par là. Il y a des fois qu'on s'est blessé, des fois qu'on ne s'est pas blessé. Mais il faut qu'on admette que oui, ça prend une bonne, à mes yeux, avant d'aller courir simplement, ou de faire quelconque activité sportive, ça prend une bonne vision de nous-mêmes avec tous ces aspects-là. Exact. Puis, dans le même sens d'idée, je pense que le mot d'ordre qu'on est en train de discuter, c'est progression, puis une progression lente. À ce niveau-là, ce que j'aurais tendance à donner là, comme conseil aux gens, si vous n'êtes pas certain de ce que vous faites, exemple, là, c'est là que les kinésiologues, les physiothérapeutes, les professionnels de la santé sont là pour vous conseiller. Pas nécessairement vous dire quoi faire de A à Z, mais au moins vous donner une piste de chemin. Fait que si vous êtes blessé, évidemment, là, vous allez voir le physiothérapeute. Sinon, si vous avez plus blessure, vous pouvez envoyer là, comme là, à nous, là, ceux qui sont militaires, des courriels, quoi que ce soit pour des questions, des problèmes d'entraînement. Je pense que c'est là que ça devient important d'avoir la structure. Surtout quand on est peut-être moins habitué. Là. Je pense qu'on va voir là, beaucoup de nouvelles personnes qui vont recommencer la course. Fait que peut-être plus de travail pour toi là, dans les prochaines semaines. Qui sait? J'espère que non, mais qui sait? Fait que c'est ça. Puis aussi, beaucoup de personnes qui courent à l'intérieur puis qui vont faire la transition vers l'extérieur. Donc là, je pense que ça nous porte à parler des surfaces. Puis quand on a parlé ensemble avant qu'on fasse là, le live d'aujourd'hui, on avait beaucoup discuté des surfaces. Fait que je te laisse la parole. J'aimerais ça que tu nous parles un peu la transition, soit de courir sur tapis vers l'asphalte ou quoi que ce soit, ou l'asphalte vers sentier, quoi que ce soit. Donc, j'aimerais que tu élabores un peu à ce niveau-là, s'il te plaît. Oui, parfait. Merci pour ça. Merci pour l'idée. J'adore parler de ça. En fait, j'adore briser des mythes, premièrement. Un des mythes que j'entends le plus souvent, c'est des gens qui vont me dire, ben moi, je cours uniquement sur cette surface-là parce que c'est beaucoup moins à risque de blessure. Puis cette surface-là, la plupart du temps, ça va être tapis roulant. Parce qu'on a l'impression, oui, ça absorbe les chocs. C'est vrai, là, bon, les compagnies vont mettre même des chocs dans nos tapis roulants pour nous donner l'impression que oui, il faut courir sur un tapis roulant, puis je peux nous en vendre un, autrement dit, mais en réalité, c'est que si on regarde ce que la science dit en ce moment, c'est qu'il n'y a aucune surface, je parle bien de surface plane, qui est plus à risque qu'une autre. Fait que là, bien entendu, si j'amène de l'inclinaison, puis de la pente, puis de, bon, bien entendu, je suis plus à risque à ce niveau-là. Si je cours plus vite, oui, je vais être plus à risque, mais aussi si ma surface est inégale, mettons, je m'en vais courir dans le bois, il y a des racines, des roches, ben, oui, bien entendu, il y a plus de risque de blessure, mais si je compare des surfaces planes, il n'y a pas plus de risque si je cours sur l'asphalte, sur une espèce de gravier qui va être quand même bien compressé, ou sur un tapis roulant. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, qui est super important, encore une fois, puis ça revient à dire habituer notre corps puis progresser, c'est souvent ce principe-là qui revient, c'est que quand je passe d'une surface à l'autre, mon corps, lui, il n'a pas reçu le mémo encore. Mon cerveau, lui, il n'est pas au courant que je suis rendu sur une nouvelle surface. Donc, il faut que je réadapte mes structures. Encore là, ça va-tu prendre autant de temps que quelqu'un qui n'a pas couru pendant 9 mois et qui peut courir pendant 3 mois l'été, je pense vraiment pas. Mais par contre, il faut y aller dans l'optique de dire, ben, je n'irai pas exactement à la même vitesse, je n'irai pas exactement pour la même distance. Fait qu'on régresse un petit peu temporairement. Puis après ça, ben, on revient à notre normal à nous. Donc, il y a encore une transition et une progression à faire à ce niveau-là. C'est ça.
Juste Puis l'autre... Ouais, vas-y, excuse-moi. J'invite le monde à me poser des questions. Je ne sais pas si est-ce que tu avais terminé le point ou tu voulais continuer à rajouter quelque chose? J'ai une question de quelqu'un par la suite. Oui, ben en fait, c'était juste pour fermer une petite parenthèse, c'est que je ne veux pas laisser l'impression, on parle souvent de progression, puis de progression, puis de progression. Puis je sais qu'on a une société qui est beaucoup dans la performance. Donc, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, avec tous les facteurs, là, le stress, la nutrition, le sommeil, puis là, tu te mets plus à risque de blessure, justement, la clé, c'est que tu n'es pas obligé de toujours progresser. Donc, ça se peut que... Oui, c'est ça. Tu sais, tu peux régresser temporairement. Tu peux même dire, ben regarde, pendant un mois, là, je n'ai pas facile dans ma vie, il m'arrive des circonstances X, Y, Z qui font que je sens que mon corps est pas prêt. Mais par contre, ça me donne un bon bénéfice au niveau de ma santé mentale d'aller courir. Mais regarde, pourquoi pas y aller, pas de monde, pas de chrono, rien. Vas-y, va courir pendant un mois. Tu sais. Pour le plaisir, tout simplement. Puis les effets agréables. C'est ça. Des programmes d'entraînement ou quoi que ce soit au monde, c'est surtout quelqu'un qui va courir à l'année ou quoi que ce soit, c'est super important d'ajouter soit des semaines ou plusieurs semaines de récupération active. C'est quoi qu'on parle par récupération active? Comme tu viens de mentionner, on diminue le volume de l'entraînement, l'intensité pendant quelques semaines. On regarde l'effet que la personne aime courir, les endorphines, toutes les hormones qui vont venir de bien-être qui vont venir avec ça. Mais on reste quand même, qu'on permet au corps pendant ce moment-là, puis ça, c'est peu importe le sport ou l'activité, de se recharger les batteries pour revenir plus fort et performer par la suite. Fait qu'en lien avec ce que tu viens de dire, là, c'est super important. Encore là, c'est là l'utilité, je pense, d'un professionnel, c'est que, maintenant, tu l'as dit, là, progression, on a tout le temps plus d'informations. Fait que, le but du professionnel, c'est que tu aies moins besoin de te casser la tête avec toute l'information à gérer, puis d'avoir de quoi de simple, facile, parce que faut que tu ailles faire l'épicerie, puis tu n'as pas envie de te casser la tête avant de faire ton training. Fait que ça va, je pense que c'est plus facile. J'ai une question, je vais te laisser répondre. En premier, je vais te lire. Je fais du 60 km par semaine, plus une séance de tempo dans la semaine de 2 heures. Est-ce que c'est surchargé pour un jeune de 17 ans qui court depuis septembre? Question très... Oui, en fait, je peux répondre, bien entendu. C'est bien rare qu'on va avoir des vérités absolues, des oui ou des non là, dans ce genre de questions-là, qui est très personnel puis qui est multifactoriel. Encore une fois, ça dépend de plusieurs choses. Par contre, si je calcule septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 60 km semaine qui s'est fait sur grosso modo 8 mois. Là, c'est sûr que, bon, on parle même pas de la physionomie de la personne, la génétique de la personne. On parle pas non plus. Tu sais, c'est ça, là. Tu sais, puis oui, je vous cacherai pas, bon, l'âge comme tel, c'est un détail parmi tant d'autres. Mais oui, ça m'a l'air d'être beaucoup. Encore là, si c'est encadré, si c'est fait dans les règles de l'art, et puis que, bon, encore une fois, la personne s'écoute, puis qui est honnête avec elle-même et avec ses symptômes, dans certains cas, je pourrais dire oui, c'est correct. Donc, c'est ça, je laisse ça plus au coach, au planificateur, au kinésiologue, puis même, encore plus évident, si j'ai cette personne-là qui me demande ça, mais qui est dans ma clinique, puis que je constate trois blessures, puis 4-5 inconforts un peu partout au niveau de ses jambes, dans le bas de son dos, puis qui est tout le temps en train de venir me voir à la clinique de physio, ben là, j'aurais tendance à dire oui, ça a été trop rapide, puis non, c'est pas correct, puis il faut qu'on prenne une petite pause, puis qu'on recadre ton plan de traitement, puis oui, dans un cas comme ça, si la personne est dans ma clinique, ben là, oui, bien entendu, premièrement, mettons que là, il y a des douleurs, des blessures, là, je vais dire, attends un petit peu, là, on va arrêter de courir, tu vas faire d'autres types de cardio sans impact, des choses qui te font pas mal. Le but premier, c'est d'avoir aucune douleur dans ton quotidien avant de penser à courir ou un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Puis là, ben, après ça, on va s'élaborer un plan de retour à la course progressive. Puis dans un cas comme ça, où est-ce qu'on parle quand même d'une très bonne performance sportive, là, moi, dans ma vie, personnellement, j'ai jamais couru 60 km dans une semaine. Par contre, j'ai déjà traité des gens qui le font. Puis, je comptais ça tout à l'heure avant de rentrer en live. Bon, combien j'ai évalué de coureurs dans ma vie? Je pense que ça dépasse le 1000, bien comme il faut, quelque part entre 1000 et 1500. Fait que oui, j'ai déjà vu ce genre de performance-là.
Mais par contre, c'est quelque chose, on est dans le pointu dans la performance. Fait que là, je ferai appel à un de mes collègues kinésiologues vraiment pour m'assurer que c'est bien encadré. Exactement. Puis je pense que rendu là, je pense la première question, comme tu l'as mentionné, est-ce à se poser à soi-même, c'est est-ce que j'ai des douleurs? Et aussi, est-ce que je remarque une diminution de mes performances, entre guillemets, là, dans le sens, je parle de vitesse ou quoi que ce soit. Si j'ai de la misère à terminer mes courses, si j'ai de la misère à maintenir le même rythme que je maintiens normalement, même si on n'a pas de douleur, c'est un signe que le corps n'a pas suffisamment récupéré. Soit par un manque de sommeil ou une surcharge d'entraînement. Fait que c'est un signe de diminuer soit le volume. Quand je parle du volume, là, ici, ça pourrait être de faire une semaine à 30 km par semaine, exemple, là, à la place de 60. Puis peut-être baisser l'intensité aussi. Puis je suis totalement d'accord avec toi. C'est du cas par cas. Puis surtout, écouter son corps. C'est pas toujours facile, surtout que de nos jours, on en a parlé auparavant, la performance est partout, hein, est partout, autant dans le sport que dans notre vie au quotidien. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. J'allais ajouter, ça revient, il faut se poser les questions, hein, les bonnes questions aussi. C'est pourquoi je le fais, pour qui je le fais, puis est-ce que j'ai du plaisir à le faire? Exact. Puis est-ce que je vais en avoir longtemps encore? À partir de maintenant, si tu es satisfait avec tes réponses, ça m'a l'air tout à fait sain. Oui, il ne faut pas oublier aussi que c'est sûr qu'à 17 ans ou bien plus jeune, c'est facile de se laisser emporter, surtout que les douleurs se font peut-être, je dis bien peut-être, moins sentir. Mais c'est important, justement, c'est le travail d'un kinésiologue ou quoi que ce soit, d'un professionnel de penser à l'athlète ou la personne à plus long terme et non juste dire hey, là, il faut que tu performes, il faut que tu fasses tant le nombre de kilomètres, que tu t'améliores à chaque fois. Non, moi, dans mon approche, je vais tendance à me dire OK, bon, c'est quelqu'un qui performe déjà bien, qui est déjà super efficace dans ce qu'il fait. Et là, avec ce type de personnalité-là, je connais pas, c'est James qui pose la question, je connais pas James. Mais c'est Salut James. Salut James, oui. C'est quelqu'un qui est très compétitif, c'est-tu quelqu'un qui est non, au contraire, qui fait ça vraiment par pur plaisir personnel. Fait on va adapter l'approche en conséquence, puis adapter aussi soit le discours, puis le type, la structure de l'entraînement en conséquence. Oui, puis tu me fais penser à un petit détail aussi, si tu me permets. On parle beaucoup là, de ce temps-ci, c'est très tendance de ne pas spécialiser trop rapidement nos jeunes dans le sport. Ça a sorti beaucoup au niveau du hockey parce qu'au Québec, bon, le hockey était populaire, mais ça s'applique à tous les sports. Donc, puis là, on parle de jeunes. Bon, c'est quoi jeune? C'est quoi qui est vieux? On ne sait plus trop. Mais moi, j'irais même pendant ton processus de croissance. Il faut être très prudent avec ça parce que vous ne voulez pas toute forme de geste répétitif qui est fait pendant ton processus de croissance peut laisser des problèmes permanents. Donc, la plante a poussé croche, c'est fini, la plante ne pousse plus. Fait que là, ben, c'est ça, je veux dire, il faut prendre beaucoup de précautions avec les personnes qui sont en processus de croissance encore. Puis ça, c'est peu importe l'âge, en réalité. Là, si tu es encore en train de grandir, ben, le maximum de précautions à ce niveau-là. Puis c'est pour ça qu'on est très sérieux avec la gestion des blessures, mais aussi avec le multisport. Donc, dans ce cas-là, un multisport, oui, tu peux faire encore plein du kilométrage dans une semaine, mais ça serait, si c'est ça que tu aimes dans la vie, faire du kilométrage, ben, ça peut se faire dans une piscine, ça peut se faire sur un vélo, ça peut se faire un peu partout. Il ne faut pas taper toujours sur le même clou. C'est un autre aspect à aborder. Totalement d'accord. On pourrait faire probablement un live juste là-dessus, là, mais ouais, la parenthèse est excellente, puis je suis 100% d'accord avec toi. Il ne faut pas oublier non plus que les habiletés qu'on acquiert dans d'autres sports, qu'on a dans d'autres sports, vont se transférer dans toutes les activités. Fait que c'est pas du temps perdu, même si on est quelqu'un qui vise des performances quoi que ce soit. J'ai une autre question parce que je sens qu'on pourrait discuter longtemps de celle-là. Ça fait déjà pratiquement 30 minutes. Je pense qu'on peut quand même se permettre de prendre un 5-10 minutes de plus, là, étant donné qu'on a encore des questions. Si tu es dispo encore, Jean-François. Oh, absolument, oh, oui. Au sujet des surfaces, le béton n'est pas plus dur que sur les articulations. C'est point d'interrogation ou c'est une question? Point d'interrogation, puis on a trottoir en parenthèse de Mathieu qui nous pose la question. Okay. Je te laisse y aller. Ben, en fait, je vais répondre par une question. Donc, comment expliquez-vous que certains Africains peuvent courir pieds nus à Boston
sur l'asphalte pendant 2 heures quelques. Donc, je vais répondre à ma question. Donc, à moins que Mathieu veuille répondre, une tentative de réponse, ça serait intéressant. Je peux vous laisser y aller. OK, donc, j'espère qu'il est encore là, mais bon, je vais répondre. En fait, c'est que c'est pas nécessairement la surface qui est le problème, parce que ta surface, ça doit être molle. À un moment donné, tu vas arriver au fond de ce mou-là. Faut que ça se finisse à quelque part. Mais c'est le fait que ton corps, lui, est capable d'en absorber de l'impact. Donc, ce qui est connu aussi, c'est... okay. Mathieu vient de répondre. Non, vas-y. Je pense qu'il est bien content que tu commences que je vais répondre. OK, c'est beau. Je ne ferai pas comme ma petite école quand le projecteur se faisait mettre sur moi et le professeur me demandait de répondre à tout le monde. Il n'y a pas un homme qui aimait ça, faire ça, à moins quelqu'un qui tripait. Pour avoir des témoignages aussi, ça ne me dérange pas. Aussi, tu sais, chaque surface a ses risques. Comme tu viens de dire, une surface molle est peut-être plus à risque, par exemple, à des foulures aux chevilles ou quoi que ce soit, ou vice-versa. Fait que je te laisse continuer, mais je pense que chaque surface a ses différences. Chaque surface a ses particularités. Puis une réponse brève et simple à ça, c'est que notre corps, en course à pied, 7 fois plus d'impact sur nos articulations que quand on marche, à peu près, scientifiquement parlant. Mais par contre, notre corps, lui, a des mécanismes. Notre jambe elle-même agit comme un choc. Donc, au niveau de la hanche, ça plie. Au niveau du genou, ça plie. Le pied est une plateforme merveilleuse pour s'adapter à un coup rendu au sol, pour vraiment nous permettre de garder l'équilibre. Même les petits muscles là, au niveau de l'arche plantaire, des orteils, etc., nous permet de bien absorber ce choc-là. La plus belle preuve qu'on peut avoir, c'est, je ne sais pas si c'est arrivé, bon, il y a de moins en moins de bars, là, mais dans mon temps, on va dire ça comme ça, on rentrait du bar à des heures, disons, après minuit, on ne dira pas l'heure qu'on rentrait, là, mais puis là... Tu habitais en appartement avec des colocataires ou bien chez vous avec tes parents, tu ne voulais pas réveiller personne. Comment tu marchais? Bon, tu développais un mécanisme pour faire moins de bruit dans le plancher que d'habitude. Fait que ça, c'est le plus bel exemple de la jambe elle-même est capable d'absorber l'impact sur le sol qui est dur. Puis ça, je pense que c'est important de comprendre aussi, parce que, tu sais, on a souvent... puis là, je ne veux pas trop rentrer, là, je voudrais qu'on parle aussi du type de chaussures, puis il nous reste environ 7 minutes. Là. Fait qu'on va avoir un bon défi à la fin. Mais aussi que, tu sais, c'est pas parce que ton pied attaque, exemple, sur l'avant-pied ou bien l'arrière-pied, que ces mécanismes-là sont plus ou moins efficaces. Le corps est fait pour, justement, absorber dans les deux cas. Fait que, tu sais, on a souvent entendu dire qu'il faut que tout le monde attaque avant-pied ou bien pointe de pied. Là. Il y en a pas que, là, pas si longtemps que c'était ça. Mais, en tout cas, du moins, là, moi, j'avais parlé avec Jean-François là, Harvey là, pendant une formation, puis lui, puis dans sa formation, il l'expliquait, c'était super intéressant. Puis, tu sais, le corps est fait pour absorber autant au niveau arrière-pied, je dis pas l'attaque du talon direct, mais arrière-pied que avant-pied. Oui, puis juste pour compléter, en fait, c'est que oui, je suis 100% d'accord avec toi. Il y a eu une époque, là, je recule à mes débuts en tant que physiothérapeute, il y avait une grosse mode, une grosse tendance basée sur l'observation de certains coureurs d'élite africains qui disaient que oui, effectivement, c'était vrai, là, ces coureurs-là étaient beaucoup avec un contact au niveau de l'avant-pied ou du mi-pied quand ils touchaient au sol. Ah, j'ai un soulier, parfait. Les autres étaient beaucoup avec l'avant-pied ou le mi-pied comme ça. Puis, certains autres coureurs qui étaient vraiment talons. Puis là, à ce moment-là, on sortait d'une époque où est-ce qu'on forçait les gens à courir puis à avoir un impact du talon, puis un gros roulement comme ça. Puis là, ces Africains-là, eux autres, des petits pas comme ça, ils avaient l'air de flotter, puis ils ont encore l'air de flotter d'ailleurs. C'est beaucoup de génétique. Mais bref, tout ça pour dire que moi, mes patients qui arrivaient dans ma clinique, ils se faisaient littéralement juger dans un club de course à pied le moindrement compétitif s'il y avait la méthode talon. Par contre, ce qu'on s'est aperçu tant au niveau scientifique et au niveau clinique, c'est que c'est deux mécanismes, deux façons différentes. Mais par contre, on sait que les gens qui sont plus mi-pied, avant-pied vont être plus à risque aux blessures au niveau pied, cheville, tendon d'Achille. Puis,
talons, eux autres, vont être plus à risque pour des blessures de type au niveau du genou puis au niveau des périostites. Donc, on fait juste, en réalité, changer les blessures de place. Il faut reconnaître que c'est deux mécanismes différents. Puis là, pourquoi on essayait d'imiter ces Africains-là, je peux comprendre au départ. Mais en réalité, c'est comme si on voit, mettons, au basketball, tout le monde veut imiter le lancer de Michael Jordan. Ça se pourrait-tu que tu n'aies pas exactement la même physionomie que Michael Jordan? Puis que ça se peut que, bon, pour X, Y raison, ton corps soit pas capable. Fait que là, ça se pourrait que ça ait limité un petit peu plus le lancer de LeBron James. Puis, il faut pas oublier que notre corps, il y a une portion là, qui est quand même innée au niveau de la course à pied. On court d'une certaine façon. Puis moi, j'ai remarqué que dans certains cas, ça pouvait causer beaucoup de problèmes si on se forçait à essayer de courir d'une autre façon, changer quelque chose. Puis moi, j'utilise beaucoup la devise que s'il n'y a rien de brisé, essaye pas de réparer quoi que ce soit. Là. Si tu n'as pas de problème, ben, essaye pas de changer puis d'aller créer quelque chose qui va te mettre à risque. Puis, tout à fait d'accord. Puis, tu sais, il faut reconnaître aussi, puis ça va m'amener au prochain point, là, qui est les chaussures. La grosse différence entre, par exemple, les Kenyans, ben, les Africains, quoi que ce soit, puis nous. Je pense que pour la majorité du monde qui reste en Amérique du Nord, on est en marchant avec des chaussures, souvent à semelle épaisse. Comparativement à la réalité, exemple des Kenyans, c'est parce que je compare eux autres parce que c'est les meilleurs au monde là, au niveau de la course longue distance. Eux, en général, soit qu'ils vont avoir des trucs vraiment de très peu de qualité ou ils vont courir tout simplement nu-pied. Fait que je pense qu'il y a une grosse différence, une fois de plus, si on est 25 ans, 30 ans, 40 ans à marcher, à courir avec des chaussures, comparativement à quelqu'un sans chaussures. Bien évidemment, la beauté du corps humain, c'est qu'elle s'adapte aux demandes. Puis là, la demande, c'est soit la chaussure ou sans chaussure. Donc, puis de plus, c'est que même au niveau de l'élite, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui courent du talon, il y a des gens qui font de la pronation, excusez-moi, je vais essayer de me placer un peu à l'envers. Il y a des gens qui font de la pronation, c'est-à-dire ton pied qui verse par en dedans quand tu cours, puis qui ont développé leur mécanisme à eux autres, qui font qu'ils sont capables de livrer une super bonne performance au niveau mondial. Ça ne veut pas dire qu'ils se blessent plus qu'un autre. Fait que, tu sais, des fois, il ne faut pas tout le temps essayer de forcer les choses. Si tu as ta technique de course puis que tu as écouté ton corps avec tous les critères que j'ai mentionnés au début de l'entrevue, puis que ça va bien, ben laisse-toi pas juger. Continue à faire tes choses. Puis si tu as une progression et que tu as du fun, puis tu n'as pas eu de blessure, ben moi, je vois aucun problème là-dedans. Puis à l'inverse, il y a du monde, puis les deux méthodes. Moi c'est ça qui est intéressant. Là, je suis un peu comme la Suisse. Là, je suis un pays neutre en physiothérapie. Je suis souvent en plein milieu de deux écoles de pensée qui s'attaquent l'une et l'autre. Il y a des personnes qui avaient des problèmes de périostite depuis plusieurs années, que là, je faisais juste leur demander des consignes très simples. Genre, as-tu pensé faire un pas un peu plus court, puis atterrir un petit peu plus sur le milieu de ton pied, puis être moins agressif sur ton talon. Puis là, en dedans de 2-3 minutes, la personne me regarde, les yeux grands ouverts. Oh wow, j'aurais dû savoir ça avant. Merci, merci, merci. À l'inverse, il y a d'autres mondes qui ont fait la démarche inverse. Il n'y avait aucun problème. Ils aboutissent dans ma clinique. Puis là, je les vois sur le tapis roulant. Tu vois, c'est pas naturel. Pas tout. Ils sont en train de se forcer à être sur l'avant-pied, sur le mi-pied. Puis là, tu vois, rien. Puis là, je leur dis, c'est-tu ta façon normale de courir habituelle ou bien quelqu'un qui t'a déjà enseigné ça? Ils disent, ouais, ben, tu sais, il y a 3 ans, tu sais, je suis allé dans tel magasin, là, la personne me dit qu'il fallait que je cours de même. Puis bon, là, je dis, ben, OK, ben, regarde, reviens donc à ta méthode, tu faisais. Je veux juste voir ton naturel. Je donne pas plus de consignes que ça. Je leur dis même pas comment essayer le talon, etc. Là, j'ai vois courir un petit peu plus l'arrière-pied, puis oh, comme par hasard, déjà moins de symptômes. Là, on se fait un petit programme progressif, puis ça va bien. Fait que les deux écoles de pensée, c'est jamais tout noir, tout blanc. Puis il faut y aller avec la personne, puis faire des essais, puis des fois des erreurs, malheureusement. Puis tu sais, aussi, je pense que quand on prend les conseils de quelqu'un, essayer d'avoir quelqu'un qui a eu soit des formations ou qu'il a beaucoup d'expérience, un professionnel qui a beaucoup d'expérience, ou que ce soit, peut-être pas. C'est pas à cause que quelqu'un performe dans un sport qui est la meilleure personne pour te conseiller, ou peut-être qu'il ne donne même pas de conseils et tu veux juste l'imiter, mais c'est peut-être pas ta condition à toi aussi. Juste avant, là, ça fait déjà 39 minutes, fait que c'est bien parfait. Mais on a encore 2 questions que je les trouve intéressantes, fait que on peut se le permettre, on va y répondre. Donc, la première de Jean-Michel. Bonjour, je me suis mis à la course à pied depuis la fermeture des gyms et je ressens des douleurs aux hanches extérieures. Il dit, selon ce que lui,
probablement une bursite de la hanche à voir. Puis, est-ce que le stretching, les étirements peut m'aider ou c'est mieux d'éviter? Merci. Fait que celle-là, je te laisse y répondre. Je pense qu'en premier lieu, elle t'appartient. Parfait. La réponse pourrait être très longue, là, mais encore là, je dirais que... je me garde, c'est vendredi, puis regarde, si vous voulez partir, partez, mais sinon, si vous en voulez encore, écrivez-nous-le, puis on va vous gâter. Ceux-là qui veulent rester tard, on va rester tard. Pas de problème. Moi, je vais faire l'épicerie après, fait qu'après ça... Au passage, je salue Isabelle Simard, qui est une collègue à la clinique dentaire et qui a écrit quelques messages. Je vous salue, moi aussi je m'ennuie de vous autres. Fait que, donc, je vais enchaîner. Je vais enchaîner avec la réponse à M. Jean-Michel. En fait, oui, bon, il y a plus. On va commencer par l'étirement. Le fameux étirement, scientifiquement, si je regarde autant au niveau de la prévention que du traitement des blessures, il n'y a pas grand-chose de favorable à l'étirement en ce moment. Même encore. Puis, dans le monde de la course à pied, quand on parle, mettons, d'étirement avant d'aller courir, ben là, tu sais, on s'entend quel genre d'amplitude tu as besoin pour faire de la course à pied. Tu sais, on s'entend que tu es vraiment dans une position, j'exagère, là, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de mouvement qui va se faire, pas beaucoup d'amplitude. C'est sûr, si tu es gymnaste, puis ton but, c'est de faire une méga split, oui, bon, t'étires, tu vas chercher ton amplitude qui est propre à ton sport. Course à pied, vraiment pas beaucoup. Fait que là, dans ces cas-là, on va plus parler d'activation, échauffement, bon, on va préparer le corps, bon, tous ces principes-là. Un coup que tu es blessé, si tu me dis, bon, m'étirer, vas-tu m'aider? Je te dirais un gros peut-être. Si j'étais un peu scientifique, je te dirais non. Vu que je suis un clinicien, je te dirais peut-être, basé sur un examen clinique. Mais laisse-moi te dire que la plupart du temps, la solution passe par renforcer les muscles autour. Fait que là, si tu as une douleur en ce moment, ben là, il y a des bonnes chances que là, il y a certaines choses qui soient un peu douloureuses. Fait que là, ben, en passant, même, ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse, même en période COVID, il y a moyen de faire certains suivis à distance. Téléphone, si on veut rentrer dans des situations personnelles comme ça, on peut même y aller avec suivi télé-réadaptation sur caméra, comme on est en train de le faire là. On peut faire certains tests, donner des recommandations qui sont très spécifiques. Là, par contre, si je peux rester dans le général en ce moment, bien entendu, c'est pour vous dire que la plupart du temps, il faut renforcer les muscles autour de ces structures-là sans aucune douleur. Puis, beaucoup les muscles, je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept de proprioception et de muscles stabilisateurs, beaucoup d'exercices d'équilibre. Vous seriez surpris de la quantité de personnes qui font beaucoup de kilométrage, j'en ai même vu d'élite, puis que je leur demande de me faire un demi-squat sur une jambe ou juste une petite affaire, plier ton genou un peu, le genou se promène comme si c'est pas possible. Là, je fais, OK, ça te place beaucoup à risque de blessure parce que si ton genou, le genou, il est juste conçu pour plier, déplier. C'est une penture, autrement dit, à toute fin pratique, à quelques degrés près. C'est ça. Puis là, ben, si tu squattes sur une jambe, vous pouvez faire cette expérience-là à la maison. Jean-Michel, je t'invite à le faire si ça te fait pas trop mal de l'essayer. Si tu squattes puis que ton genou oscille comme ça, ben là, lui, il est supposé de rester, ta rotule est supposée de rester pas mal alignée avec le centre de ton pied quand tu vas faire ton squat sur une jambe. Sinon, ben, ça fait l'équivalent de passer par Sherbrooke pour aller à Montréal. Fait que là, il y a un trop gros détour pour ton genou. Puis ta rotule, puis même tes structures plus haut, parce que là, on parle de la hanche, là, il y a des forces de friction dans ta jambe qui sont pas supposées de se faire, parce que ton genou n'est pas en train de faire la job de choc qu'il devrait faire. Fait que c'est pour ça, pour fermer ma parenthèse d'équilibre, que les muscles stabilisateurs sont hyper importants en course à pied. Puis quand je parlais tout à l'heure de préparer ta saison en course à pied, programme de course fractionné, course marche, tout ça, je précéderais même par entraînement de muscles stabilisateurs très spécifiques. Puis après ça, ben, du renforcement, surtout muscles fessiers, super important. Puis les fameux les muscles stabilisateurs lombaires, le core, qu'on va appeler en anglais, très important pour éviter toute force de friction, de cisaillement au niveau de ton bassin et de tes jambes.
Puis là, je pense qu'on pourrait rajouter aussi, puis tu me diras si tu es d'accord, dans la condition de Jean-Michel qui a des douleurs en ce moment, je pense ce qui serait important, c'est de prendre un repos au moins de quelques jours pour diminuer la douleur, pour par la suite là, réessayer de manière fractionnée, comme on l'a dit, de plus courte distance peut-être, moins de temps, la course. Fait que moi, ça serait ma stratégie. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, vite de même, sans avoir évalué tout ça. Ouais. Mettons qu'on veut donner un conseil Internet là, qui est déjà mieux que fouiller partout sur Google, là, on s'entend. La bonne vieille glace, le bon vieux repos. Puis aussi, éviter d'abuser du stretching et puis du foam roller. Je vous dirais, ça, je le vois souvent. Les gens qui aboutissent dans mes cliniques sont maltraités. Encore là, foam roller, on pourra en parler pendant une autre émission si vous voulez. J'ai écrit foam roller. Mais c'est ça pour dire que si j'ai une blessure, puis là, je suis en train de rouler puis de peser sur mon bobo, faites-vous l'image. Ça se peut que je sois en train de dégaler un petit peu mon bobo à chaque fois que je fais ça dessus. Même si temporairement je me sens bien, ça se peut que sur le moyen et sur le long terme, ça soit en train de tout le temps d'égaler un peu ma cicatrice qui veut se faire par elle-même. Effectivement. Oui, très intéressant. Puis en fait, je pense qu'on juste ce sujet-là, on pourrait en parler pendant une heure, là, surtout les blessures, puis justement comment les réparer, on va dire. Là. Mais ce qui m'amène à une autre question super intéressante, puis que je vais nous lire. En fait, là, c'est selon votre point de vue, est-ce que la posture du bassin et le tronc est plus importante que l'appui du pied au sol? J'aimerais ça, je vais commencer si ça ne te dérange pas. Pas de problème. Je pense que la posture est importante. Je pense que la posture de l'ensemble du corps, on voit souvent là, des défauts de fabrication là, qui peuvent avoir beaucoup d'impact, surtout quand quelqu'un commence à courir ou que ce soit et qu'il n'en a jamais fait. Une fois de plus, comme tu l'as mentionné, je pense que s'il n'y a pas de douleur, on ne commencera pas à tenter le diable, à essayer de tout changer, surtout pas d'un coup. Mais je pense que souvent la posture, exemple une mauvaise posture, quelqu'un qui est beaucoup assis, qui va avoir une mauvaise posture, exemple au niveau du bassin, je pense que ça va avoir beaucoup d'impact. Puis justement, là, même pour l'attaque du pied, ça peut avoir beaucoup d'impact aussi, là, la posture du haut du corps, du centre du corps. Fait qu'on va parler là, unité centrale du tronc, puis du bassin. Fait que j'aurais tendance à répondre à cette question-là de la manière que disons, moi, quand je fais des analyses de techniques de course, j'analyse plus l'ensemble du corps. Puis la dernière chose que je vais regarder, ou une des dernières choses, ça va être l'attaque du pied. Fait qu'évidemment, là, moi, je ne le fais pas nécessairement d'une circonstance de blessure. Je vais le faire plus là, pour quelqu'un qui veut vraiment s'améliorer puis tranquillement. Puis aussi, si je fais des changements au niveau de la posture de la personne pendant la course, ça va être très, 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 très progressif. Là. Fait que je ne commencerai pas à y dire 8 points clés d'une shot, puis qu'elle va essayer d'appliquer là, sur les 3 prochaines semaines. Dans ce sens-là, toi, comment tu vois ça? En fait, c'est ça que j'allais dire, c'est que toi, tu vas être au niveau de quelqu'un qui n'est pas blessé, qui n'a pas de douleur la plupart du temps, puis tu vas y aller en optique de performance. Fait que là, c'est sûr que tout ce qui est performance puis biomécanique, on va chercher quelque chose qui est très, très pointu. Moi, de mon point de vue, parce que toi, ça doit faire ça aussi, c'est qu'avec certaines personnes, certains athlètes, tu dis, bon, essaye donc telle affaire, juste pour voir. Dans mon livre, c'est comme ça. Puis là, bon, est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'on a un meilleur temps? Est-ce que la personne se sent mieux? Est-ce qu'elle déploie moins d'efforts à le faire? Bon, là, on parle d'une stratégie biomécanique qui est efficace. Dans mon cas, ça se traduit souvent par, bon, là, tu as ta petite douleur, essaye donc ci, essaye donc ça, essaye donc ça. C'est là que je m'aperçois que mes corrections posturales, parce que oui, le bassin et le dos font partie de la course à pied, ça c'est clair dans mon esprit. Là, c'est là que je m'aperçois que les corrections posturales sont-tu efficaces ou pas. Puis tu marques un point, c'est que tu as dit, je pense que ça a un impact. Puis la vérité, c'est qu'on pense que ça en a un, mais scientifiquement, oups, j'ai ralenti un petit peu, je pense. Ah, t'es correct. T'es encore là. Plus lent, mais t'es là. T'es correct. non, ça a l'air correct, Jeff. Excusez-moi, je vais juste... désolé, ça fait un peu amateur, là, mais mon ordinateur, il me dit qu'il faut que je le branche. Fait que je reviens dans 15 secondes, une petite pause, je reviens. Ouais, donc c'est ça. Fait que pour poursuivre là, le point de Jean-François, même moi, là, disons que je vais plus en performance ou prévention. Il va y avoir de l'essai-erreur. C'est rien de prouvé à 100% scientifiquement du point de vue.
des analyses, des suggestions qu'on fait. Fait que, il y a des trucs qui peuvent marcher, il y a des techniques qui peuvent marcher pour certaines personnes. D'autres peuvent fonctionner pour nous. Donc, je faisais juste une parenthèse pendant que tu connectais. Fait que je disais que je faisais un peu la même procédure que toi, que quelqu'un vient me voir, soit en performance ou prévention de blessure, là, quoi que ce soit, pour la course, puis que je vois par, entre guillemets, essai d'erreur. Là, souvent, la première chose que je vais dire aux personnes, c'est de contracter leurs abdominaux quand ils courent. C'est probablement le premier truc que je vais donner en général si quelqu'un n'a pas d'expérience en course. Puis par la suite, là, c'est du essai-erreur, entre guillemets, dans le sens que, comme tu as dit, on va dire à quelqu'un, bon, essaie ça pendant une semaine, si tu as des douleurs, t'arrêtes, puis ou ben, si tu as de l'inconfort, t'arrêtes, puis si c'est correct, ben, tu vois tes performances augmenter ou tu sens que tu es juste plus confortable, go for it, là, on va y aller pour ça. Ouais, puis c'est ça, à mes débuts, j'appelais ça essai-erreur. Je trouve que ça donne un peu trop l'impression qu'on y va au hasard à nos patients. Je dirais, on va appeler ça essai contrôlé, puis avec on te réévalue. Alors, fait que oui, je ne peux pas vous laisser sur l'impression que on fait des erreurs, mais c'est basé sur le processus de réévaluation. En réalité, c'est qu'on joue nos grosses cartes en premier, nos cartes théoriques. Après ça, c'est ça qui fait l'expérience d'un thérapeute, d'un kinésiologue. C'est que si la personne a toujours un plan B, puis un plan C, puis un plan D, ça, on appelle ça l'expérience puis l'expertise. Fait que là, une personne qui a juste un plan A, fait juste des essais, puis qui appelle pas ça des erreurs, c'est parce qu'elle se remet pas en question, c'est parce qu'elle n'a pas validé. Fait qu'il faut toujours challenger nos modèles, autrement dit, de quand les symptômes persistent ou quand la performance n'est pas au rendez-vous, puis qu'on a appliqué notre livre de théorie, autrement dit. Je pense que, tantôt, tu disais que c'était pas nécessairement appuyé par la science. Non, il n'y a rien d'encore de très confirmé. Mais en fait, la science, c'est toujours en changement. Là. Je pense qu'on va s'entendre là-dessus. Là. Des fois en retard aussi. Il y a beaucoup quand même d'études. Là. Du moins, il y a certaines études qui tendent vers justement la posture. Peut-être pas les risques de blessures, mais au moins les performances puis la prévention des blessures. Ouais, puis moi, tu sais quoi? Moi, au niveau posture, j'appelle ça beaucoup la posture dynamique. Nous autres, c'est parce que, bon, pourquoi les physios, on commence de plus en plus à mettre le modèle posture parfaite là, un peu du côté? C'est parce que, premièrement, on n'est pas certain que ça. Moi, je reviens au bon vieux schéma. Je ne sais pas si vous avez tous déjà vu ça, là, mais tu sais, quelqu'un qui travaille dans un bureau. Puis là, le bon vieux poster d'un milieu de travail où la personne est carrément le coude à 90 degrés, parfaitement appuyé, puis là, elle est assise à sa chaise, puis là, elle regarde devant elle, la tête n'est pas de même, etc. Ben là, nous autres, premièrement, parce qu'on est probablement biaisés, dans nos cliniques, on a du monde qui ont mal, mais ça pour dire que même si on essaye de les amener dans la posture parfaite, on s'aperçoit que ça ne dure pas longtemps, puis les études aussi s'aperçoivent que cette posture-là parfaite, elle ne dure pas si longtemps que ça, les personnes vont bouger, notre corps est fait pour bouger, premièrement. Puis, je crois beaucoup, quand j'appelle ça correction de posture dynamique, c'est de faire souvent, dans le reste de ta journée ou de ta semaine, l'inverse des mouvements que tu fais souvent. Autrement dit, si en course à pied, tu t'aperçois que bon, tu fais tout le temps le même mouvement, ben pourquoi pas justement aller faire pas des mouvements des flexions du tronc, des mouvements opposés dans le reste de ta semaine pour éviter de taper sur le même clou encore. Fait que moi, c'est le même que je vois ça, la posture en réalité. J'assume que l'humain, par définition, n'est pas parfait. L'humain n'est pas un livre. Puis que j'adapte ça par le fait qu'il va faire plein d'autres mouvements, même si sa posture n'est pas parfaite en courant. Je vais arrêter de le blâmer, je vais arrêter de le faire sentir coupable. Par contre, je vais aller pour des outils pour corriger d'autres choses. Fait que nous, c'est ma vision. Puis, c'est une vision clinique. J'aimerais aussi ajouter que je préférais parler peut-être de mobilité aussi, puis de capacité à bouger qui peut se gagner avec le temps. Là. Ça ne se fait pas en dedans de trois entraînements ou quoi que ce soit. Là. C'est une longue période, évidemment. Mais j'aurais plus tendance à dire que c'est. Oui, je suis d'accord avec toi, là, la posture, à un moment donné, ça fait 30 ans que tu as la même posture, ça va être dur de modifier ça en dedans de même un an. Là. Puis aussi, mais tu sais, quelqu'un qui habitue, comme tu viens de mentionner, qui fait toujours les mêmes mouvements, puis qui a une perte de force dans des muscles ou de mobilité dans une articulation à cause d'une posture, que ce soit, ça pourrait être intéressant là, de travailler là-dessus. Encore là, c'est difficile partir, c'est difficile de mettre un sujet global là,
là-dessus, mais moi, c'est le même que j'aborderais ça, plus que de dire qu'il y a une couverture parfaite. Ouais. Parfaite, entre guillemets. Ça entend. Ouais, vas-y. J'ai un soulier. Ouais, là, ça fait 55 minutes. Fait que je nous garderais peut-être ça pour un prochain live parce qu'on va en faire soit la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Qu'est-ce que t'en Parfait. penses? Oh, ouais, parfait. Je suis bien partant. Ouais, mais ouais, c'est ça. On savait que ça allait être plus que 30 minutes. Hein? C'est difficile, surtout là-dessus. Surtout sur la La prochaine fois, on va être discipliné puis je vais brancher mon ordinateur portable aussi. Ouais, nous autres, on va essayer. Pourtant, on a fait des tests. Je suis arrivé ici de bonne heure, là, mais on va essayer d'être à l'heure. Mais en même temps, je rappelle au monde, si vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez les préparer pour le prochain live qu'on va faire, même si on parle, là, vous savez peut-être qu'on va parler de course à pied. Fait que si vous avez des questions à ce sujet-là ou sur le reste de l'ensemble de l'entraînement, je vais plutôt dire activité physique. Je préfère le mot activité physique. Posez-nous, envoyez-nous vos questions, soit sur notre page PSP, BSP Vagodeville sur Facebook, ou préparez-les pour nous les poser, là, comme il y en a qui ont fait aujourd'hui dans le chat. Puis pour vous donner une idée, ça va tirer dans pas mal toutes les directions. Là. Il va y avoir du squat, des dips, du bench press, des push-ups, du shoulder press, etc. Donc, il y a aucun, je pense qu'il n'y a aucune question qui est interdite. N'hésitez pas à les poser. Puis nous autres, on va jaser des blessures que je vois souvent en clinique, puis des problèmes que Marc-André voit souvent au gym. Fait que c'est ça. Puis nous, on va s'adapter. Si on voit que tout le monde nous demande de parler d'un point X, on va le faire évidemment. Fait que oui, j'ai ici le prochain live aura lieu la semaine prochaine. Fait que oui, Jean-François, je pense que tu es disponible aussi la semaine prochaine. Ouais, moi, j'aimerais ça. Si les gens aiment ça, on peut faire vendredi, pas mal toujours à la même heure. Ça va dépendre de vous autres et vos disponibilités. Là, mais en fait, je vais être disponible. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça devrait ressembler à vendredi. Puis on voit, c'est ça. Fait que ouais, moi aussi, il n'y aura pas de problème. Donc, merci beaucoup, Jean-François. C'est un plaisir. Merci à tout le monde qui ont été là, nous écouter. Merci d'avoir participé, nous poser des questions. Puis, une fois de plus, je vous invite à proposer des questions, à aller voir notre page Facebook, YouTube. Je ne sais pas si toi, tu voulais parler de quelques trucs aussi que vous offrez comme service, Jean-François. Nous, en ce moment, pendant la période du COVID, c'est ça que tu voulais dire? Oui, en fait, au niveau de la clinique, en ce moment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tous nos cas actifs, on les a appelés au téléphone, puis on leur a offert, parce que là, je ne veux pas laisser les gens sous l'impression que parce qu'on ne peut plus voir beaucoup de gens en personne, c'est uniquement les urgences à la clinique de physiothérapie, qu'on va vous laisser de côté si vous avez un problème. On est là, on peut répondre au téléphone, appeler la clinique médicale, demander à parler au physiothérapeute ou même écrivez-moi un petit message, il n'y a aucun problème, là, même sur la page PSP si vous voulez, ils vont me copier-coller votre question, puis moi, ça me fait plaisir d'aider les gens. J'aime pas ça être dans mon sous-sol à être tout seul. J'ai besoin d'interaction sociale, d'aider les gens pour me sentir valorisé. Fait que allez-y, moi je suis là pour vous aider, même si je suis à distance. Il y a beaucoup d'affaires qu'on peut régler à distance avec même un appel téléphonique ou même de la téléréadaptation sur webcam. Parfait, merci. Puis même principe pour nous, hein, si vous voulez quoi que ce soit, un conseil au niveau de l'entraînement, un programme, quoi que ce soit, pour la communauté militaire, évidemment, là, ceux qui sont la communauté civile, malheureusement, nous, c'est pas un service qu'on offre, mais pour la communauté militaire, puis tous les conjointes, quoi que ce soit, nous, c'est disponible aussi. Donc, une fois de plus, merci Jean-François, c'est super agréable. Moi, j'ai eu du plaisir. J'espère que tout le monde a eu du plaisir aussi. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Merci à toi, plaisir partagé. À la semaine prochaine. Yes, merci, bye-bye. Bye.